Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. On se met à des jeunes qui souhaitent développer leur carrière professionnelle dans le tourisme est un des objectifs du podcast Expérientiel. Leur faire profiter de mon expérience internationale en tant que dirigeant d'hôtel et pionnier dans le tourisme durable est une responsabilité importante pour moi. J'enseigne dans les écoles touristiques sur la gestion de la richesse humaine, de son organisation en intelligence collective, pour développer un tourisme porteur de sens que je qualifie un tourisme positif. Le tourisme évolue et se diversifie, ce qui le rend encore plus intéressant. Le podcast d'aujourd'hui a été réalisé lors d'une journée d'exploration avec les étudiants du master 2e année de l'école de tourisme, l'IEFT à Lyon. Nous avons débuté notre journée à l'escale solidaire du 6 à Lyon, un tiers-lieu qui agit sur les situations d'isolement. Ensuite, nous avons déjeuné avec Florence Mardi-Rossian, propriétaire de la Villa Castel, très engagée dans le tourisme durable, qui a partagé avec les étudiants sa vision du tourisme. Nous étions dans un restaurant coopératif, le court-circuit, un concept très intéressant qui veut être acteur de la vie de son quartier par le biais de diverses animations culturelles du quartier. La journée a pris fin avec Siméon de Baldit de Barral, un ingénieur qui est devenu un explorateur. Après une année de voyage à vélo avec son cousin, à travers différents continents. Il a fondé une communauté de citoyens et de voyageurs engagés pour l'émergence de contenus médiatiques indépendants citoyens. Elle s'appelle On the Green Road. Il nous présente son association, ses engagements et ses actions. Sinon, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une approche très réfléchie et alimentée par son voyage, ses différentes observations et ses apprentissages. Il est porté par ses convictions et le désir de les partager avec le plus grand nombre et de toujours apprendre des autres. Le tourisme positif existe bien et il va bien au-delà du tourisme traditionnel, axé uniquement sur la performance économique aux dépens de l'environnement et de l'humain. Il nous appartient d'ouvrir le champ des possibles aux nouvelles générations. Les accompagner sur leur développement professionnel me donne vraiment la banane. Entendre leurs commentaires sur les expériences d'une telle journée afin de comprendre leur perception et leur compréhension du tourisme et de leur offrir des perspectives différentes en leur montrant la diversité des professions touristiques est une expérience extrêmement gratifiante. Le voyage nous ouvre à tout un monde de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées qui nous encouragent à explorer, à apprendre et à sortir de notre zone de confort pour aller au bout de nos rêves. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Simon, merci de nous recevoir à la Maison d'Environnement à Lyon, avec toute l'équipe, là, c'est une place de MBA. Voilà, on va nous présenter On the Green Road. C'est ça, et le réseau TIPS, ouais, Tourisme Impact Positif et Solidaire. Ça m'intéresse, ça, vu que le podcast, c'est le podcast du tourisme positif, donc peut-être que je vais rajouter Impact Positif. Voilà, en tout cas, super. À toi la parole. Allez, je vous présente un peu l'asso. Alors, je ne savais plus si vous aviez, si vous connaissiez On the Green Road, mais en fait, si vous avez vu le film, ça va être déjà tout bon là-dessus. Donc, c'est né de ce tour du monde à vélo qu'on a fait avec mon cousin il y a maintenant 10 ans. C'était donc un tour du monde de 18 000 km. Vous avez la carte ici, alors c'est un peu lumineux, donc on voit pas très bien les contours, mais quand même départ de France, direction Europe de l'Est, Turquie, Iran, l'Asie centrale, l'Inde en prenant un avion jusqu'à Delhi,
il y a quelques temps, on a repris un avion au-dessus de la Birmanie. On a fait tout un tour un peu plus long que ce qu'il y a sur la carte en Asie du Sud-Est, en suivant le Mékong. On a repris l'avion pour l'Amérique latine et on a roulé du Pérou jusqu'au Brésil et retour en Espagne et en France après encore un coup d'avion. Et ça, c'est sur une période de combien de temps? C'était sur un an, un peu plus d'un an, 14 mois. Donc c'était assez rapide comme voyage. Enfin, il y en a qui prennent beaucoup plus leur temps. On était limité. Mon cousin quand même on terminait nos études, mais lui il était en césure, donc il avait quand même une limite de temps. Et donc on était sur un an. Ouais. Souvent on nous dit sur ce genre de voyage qu'il faut pas avoir, soit il faut avoir un temps limité, soit un itinéraire limité, mais pas les deux. Nous on avait un petit peu les deux, donc on a été un peu, de temps en temps ça a été un petit peu just. Et le petit truc aussi, c'est que de temps en temps, on a fait un peu de stop sur certains endroits pour gagner du temps pour aller faire des interviews. Et ça, on l'a fait en Asie du Sud-Est et sur cette zone là-haut, la zone très très plate vers le Paraguay. Et des interviews avec qui? C'était beaucoup de... c'était des gens, ce qu'on dirait de la société civile, donc des paysans, des citoyens engagés. Mais aussi parfois des politiques. On a eu quelques interviews de ministres, par exemple, de l'environnement. Essentiellement ça, des scientifiques aussi qui agissaient sur les questions environnementales. Donc on était très très large sur le sujet, ce qui nous a permis de beaucoup apprendre. À chaque fois, je me souviens plus, c'était votre vélo, vous le prenez à chaque fois quand vous voyagez Ouais. Je voulais dire entre les avions... c'est toujours le même vélo. Je ne l'ai pas fait voler, on ne l'a pas volé. Mais je l'ai toujours d'ailleurs, il est garé devant la maison. Et en fait, non, mais c'est une très bonne question parce que. Ouais, c'est ça. En fait, on peut embarquer avec les vélos dans les avions. C'est un peu des négociations, parfois très simples, parfois très âpres. Ça dépend des compagnies aériennes. D'accord ? Ça a un coût aussi. Ça peut avoir un coût. C'est aussi ça l'objet de la négociation. On négociait le prix, parfois on arrivait, les gens nous disaient juste c'est tout bon. Et le max qu'on a dû avoir à payer, je crois, c'est entre 200 et 300 euros une fois, mais sinon, certaines fois ils voulaient savoir si on planquait de la drogue dans nos vélos, on était là, comment on les démonte, c'est pas possible. Et aussi ils voulaient qu'on les dégonfle, qu'on enlève les pédales, qu'on fasse différents trucs pour les démonter. Nous on refusait, tout ce qu'on acceptait c'était de les dégonfler pour que ça éclate pas dans l'avion, mais sinon on voulait pas les démonter autrement. Déjà les pédales au bout de 10 000 km étaient plus enlevables. Ils ont essayé, par ici. Et en fait, nous on voulait pas parce qu'on sait très bien que si jamais il les démonte, ça fait que le dérailleur se retrouve à vif et en fait il les balance comme si c'était un simple bagage et beaucoup de cyclistes font casser leur vélo à cause de ça. Donc nous on avait ces infos et donc on faisait tout ce qu'il fallait on négociait à fond pour leur dire non mais en fait vous les laissez comme ça. C'était un peu ardu mais... Pourquoi tu as décidé de faire ce voyage avec ton cousin? C'était vraiment de l'envie de découvrir le monde. On voyageait pas mal avant en stop et on s'est dit on veut partir faire un plus long voyage encore pour terminer les études, découvrir un peu le monde. C'était une occasion dans la vie comme ça de faire ça. Et après le vélo est venu un petit peu comme ça en se disant comme le stop on rencontre beaucoup de monde. Avec le vélo, il y avait la dimension sportive en plus, faire un truc d'endurance, à quoi on n'était pas familier forcément, donc on s'est dit, tiens, ça va être un joli défi, et voilà, en termes d'écologie, on était cohérents. Donc c'est ça qui nous a poussé à partir voyager, mais c'était vraiment la curiosité, le sujet écologique est venu derrière en se disant sur quel sujet on a vraiment envie de se questionner, et c'est celui-là qui est revenu nous deux. Donc je n'étais pas du tout aussi engagé sur le sujet à l'époque, mais après toutes les rencontres, après toutes les prises de conscience sur le terrain, ça ancre aussi une envie d'aller beaucoup plus loin sur le sujet. Et s'il y avait un apprentissage de ce voyage, ça serait quoi? Je dirais quand même la sobriété, en fait, le fait de savoir vivre avec très peu.
C'est-à-dire que pendant un an, notre maison, c'était nos 4 sacoches, enfin 5 sacoches avec celle du guidon. Et en fait, c'est tout. Enfin, je veux dire, on avait toutes nos affaires là-dedans et après, on trouvait des endroits où dormir. On s'adaptait aux conditions parfois difficiles, parfois aux trucs un peu géniaux qui nous arrivaient. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, je l'ai gardé depuis. J'arrive à vivre avec... je vis avec pas grand-chose. J'ai plus non plus de besoins financiers énormes. Donc, ce qui me permet de faire beaucoup plus ce que je veux faire. Enfin, je me pose moins la question financière. Parce que je me dis, en fait, j'ai juste besoin d'un logement en plus et de nourriture qui coûte plus cher que dans certains pays où on passait. Mais en fait, sinon, mes besoins sont devenus très faibles. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour l'avoir pratiqué vraiment pendant un an, tous les jours, en fait, je sais qu'il y a plein de trucs dont j'ai pas besoin, en fait. Enfin, par contre, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin d'être en cohérence avec ce que je veux faire. Ça, j'en ai besoin. Le reste, aller m'acheter des fringues à foison, non, j'en ai. Enfin, voilà. Je vais chez Maïs, je refile celles que. Enfin, voilà, j'en trouve. Enfin, je chine un peu plus, je trouve des trucs beaucoup plus simples. Et en fait, ça fonctionne. Donc, c'est un peu le gros apprentissage du voyage. Mais en plus, on prend un plaisir à force de voyager à être vraiment simple, à se dire en fait j'ai pas beaucoup d'affaires et je sais où tout est, donc pas de risque de vol, pas de risque de même si on avait une caméra, on n'avait que ça de valeur finalement, donc beaucoup moins de risques comme ça et ça simplifiait aussi l'approche avec les gens, quoi. On savait qu'on arrivait avec un truc très simple et qu'en fait très facilement on rentrait en lien avec les gens, on n'avait pas de peur, pas de ah tiens ouais mais si on va dormir chez eux, forcément, on faisait gaffe, hein. Il y a du matos, on se l'est fait voler, on l'a récupéré, il y a eu des aventures, mais c'était beaucoup plus simple, quoi. Aucune envie d'un moment de tout lâcher, de rentrer à la maison et de retrouver le petit confort? Honnêtement, non. non, elle était très faible, celle-là, mais pour nous deux. L'envie, par contre, c'était de retrouver quelques petites spécialités françaises, genre le pain, le fromage, et ça, c'est... On est indécrottable en tant que Français, mais franchement, ça, c'était les trucs qui nous... Enfin, on en trouvait, mais c'était pas les mêmes choses qu'en France, donc ça, c'était les trucs qui nous manquaient. Sinon, je pense que tous les deux, si on avait pu faire un an de plus de voyage, on l'aurait fait, quoi. Et le retour, du coup, après le voyage, c'était... Ça, c'était un peu plus ardos, parce que, en fait... Nous, on avait beaucoup appris pendant le voyage et pour les gens, c'était cool les vacances. Maintenant, il va falloir retourner au boulot. Ouais, alors que nous, en fait, moi, j'ai plus appris pendant ce voyage qu'en 5 ans d'études d'ingénieur avant, quoi. C'était intense en termes de rencontres, en termes d'apprentissage de langue, en termes des interviews aussi qui nous faisaient un petit peu bouger sur nos fondements. Et puis intense tous les jours, quand on avançait ou on rencontrait du monde. Nous, on a eu l'impression de vivre plusieurs années en une, quoi. Donc après, de revenir et puis d'avoir, nous aussi, avancé sur les questions écologiques et de revenir dans un monde où on a l'impression que rien ne bougeait, ça a été un peu difficile. Et juste aussi, nous, un des gros questionnements qu'on a eu, c'était sur notre impact carbone. Dans le film, vous avez vu, on l'assume, c'est présent dans le film, mais le fait qu'on ait un impact... Finalement, le fait de prendre, alors vous avez vu qu'on a pris 4 fois l'avion, mais il y a 2 fois qui ont été un peu majeures, c'était au-dessus des océans, Pacifique puis Atlantique, c'est ça les gros trajets. Quand on a calculé notre impact carbone avec des pros, c'est tout de suite ce qu'ils nous ont dit, que le reste c'était négligeable par rapport aux gros trajets en avion. Et en fait, on avait un impact carbone équivalent à celui d'un Français moyen pendant un an. Donc, en fait, tout le long, pendant 360 jours du voyage, on était impact quasiment zéro. Enfin, on était à vélo, on dormait chez les gens, donc pas de logement pour nous, pas de chauffage spécifique pour nous, pas de carburant non plus. Enfin, si on mangeait, c'est tout, mais on mangeait ultra local. Et n'empêche qu'on prend l'avion et là, ça nous explose notre impact carbone et d'un coup, on se retrouve au niveau d'un Français pendant un an qui aurait chauffer son logement, utiliser sa voiture, enfin tout, manger de la viande tous les jours et tout ça. Et ce qui fait qu'on a voulu compenser notre impact carbone, donc avec Pure Projet qui sont vraiment ultra clean sur le domaine, et ça nous a permis d'aller explorer comment ils faisaient et de voir, d'avoir des interviews dans le documentaire, vous avez pu voir de scientifiques qui travaillent là-dessus,
de villageois qui en bénéficient. Et en fait, eux, ils faisaient des polycultures, quoi. C'était pas planter des lignes d'arbres. Parfois, vous avez de la compensation carbone, ils plantent des lignes du même arbre, des arbres qui poussent vite, des épicéas, des arbres en 30 ans, ils ont stocké beaucoup de carbone. Après, on en fait de la construction et ça fait des crédits carbone. Sauf qu'en termes de biodiversité, en termes d'utilité réelle pour la terre et tout ça, en fait, c'est plutôt des arbres, parce que quand ils sont tout seuls, ils appauvrissent tout. Souvent, ils demandent beaucoup d'eau, enfin, c'est pas du tout l'idéal. Et là, eux, ils faisaient totalement différemment. Ils recréaient des forêts en lien avec les espèces locales pour qu'elles repoussent un peu plus vite que la moyenne naturelle, mais en respectant les rythmes. Et ça, on a trouvé ça assez incroyable aussi. Mais c'était un gros questionnement pour nous de se dire waouh, on a un impact carbone important. Et est-ce que la compensation, est-ce que c'est bien ou pas? Dans quel cadre ça peut être bien? Et typiquement, maintenant, j'ai une analyse assez critique quand je vois des articles genre en mode waouh, je sais pas combien d'acteurs du tourisme, par exemple, ou de compagnies aériennes compensent leur impact carbone. En fait, quand on fouille un peu plus, il faut voir l'impact carbone de quoi ils compensent. Est-ce que c'est juste de leur petite activité? Est-ce que c'est, par exemple, un aéroport, il peut dire nous, on est neutre en carbone. Ah ouais, mais si c'est juste ce que fait l'aéroport, les salariés et tout ça, c'est très faible s'ils ne comprennent pas les vols dans leur impact carbone. Donc souvent, c'est ça. Et puis, comment après, est-ce qu'ils compensent leur impact carbone? Est-ce que c'est avec des entreprises qui font ça en mode le moins cher possible, avec des lignes d'arbres qui en fait vont servir à faire du bois derrière pour autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment favoriser de la biodiversité? En fait, ça change énormément de choses. Et il y a un problème, le citoyen lambda aimerait bien compenser, Ouais. mais il a du mal des fois à s'y reconnaître. Et il y a beaucoup de... C'est Ouais, il y a difficile beaucoup parce de que entre programmes de reforestation, Ouais. de planter des arbres, etc. Et l'intention est noble, Ouais. est positive, mais on n'arrive pas à faire la différence entre soi l'un ou soi nous. Comment on fait? Tu as parlé d'une certification? C'est ça, il faut chercher un petit peu plus, à aller voir quand vous avez un petit onglet qui vous dit ah bah tiens, on compense votre impact carbone, et ben allez voir un petit peu plus quel est cet organisme et fouiller. Alors après, dans le détail, on peut essayer de voir sur quoi ils se basent pour calculer leur impact carbone. Est-ce que c'est sur les calculs les bases de l'ADEME? Là ça va. Si c'est la Direction Générale de l'Aviation, là, il faut éviter parce qu'en fait, ils font le moins possible. Ils jouent leur travail de lobby, quoi, même si ça ne devrait pas être un lobby. Et puis, en fait, moi, j'en vois 3 qui sont, en tout cas, je sais qu'ils sont clean. Il y a Atmosphère, FAIR. Donc celui-là, c'est un calculateur qui fait bien les choses. Il y a Good Planet, Fondation Good Planet aussi, ils ont un bon calculateur. Et puis Pure Projet, avec qui on a bossé, et eux aussi ils font bien leur travail. Mais c'est vrai que c'est difficile, même moi, pour aller chercher un peu les impacts carbone des différents modes de transport. C'est très très difficile de s'y retrouver, il faut fouiller un petit peu, et ça manque de... Enfin, il y a beaucoup de greenwashing dedans, et ceux qui font le greenwashing ont une force de communication assez monstrueuse, donc ils arrivent à être plus présents sur l'espace médiatique. Ça vaut le coup de fouiller, d'essayer de savoir où sont faites les plantations, d'interroger. Et après, il y a quand même un certain nombre d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui savent un peu ces trucs-là et qui arrivent à assez vite débusquer les initiatives qui ne sont pas très justes. Voilà. Il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, là, il y en a un qui s'est fait accrocher. C'est régulier qu'il y en a qui se fassent un petit peu alpaguer parce qu'ils communiquent n'importe quoi. Il y a quand même des trucs, faire du greenwashing ou des trucs comme ça qui débusquent ce genre de choses. Et nous, on a voulu pas s'arrêter juste à la compensation de l'impact carbone, parce que finalement, on pollue aujourd'hui, c'est pas la super solution non plus. Je veux dire, l'idéal, ça aurait été même de pas du tout polluer. En même temps, c'est pas forcément, entre la découverte culturelle et ça, il y a un équilibre à trouver. Et nous, le gros truc qu'on s'est dit, c'est aussi
En fait, nous, c'est pas un voyage qu'on fait tous les jours. On va pas partir non plus tous les ans voyager. Souvent, au retour de voyage, on me disait quand est-ce que tu repars. Même des amis qui me proposaient d'aller les rejoindre à l'autre bout du monde en mode allez, viens, vas-y, je te paye le truc et tout ça. Et j'étais là, non, je ne reprends pas l'avion directement. Enfin, si je prends l'avion, c'est pour. Et si je fais un gros voyage, c'est pour un vrai voyage, c'est pas pour un aller-retour où j'aurais rien découvert et où j'aurais juste pris l'avion pour prendre mon petit shot d'exotisme et voilà. Et on a eu toute une réflexion à se dire, bah oui, on a eu cette chance incroyable d'avoir un an pour faire ce voyage, et ben on va jusqu'au bout du partage, ce qu'on s'était engagé à faire au départ, mais assez vite, on peut se dire, ah ouais, mais tiens, je vais faire autre chose. Donc ça a été dur d'aller jusqu'au bout du documentaire que vous avez vu, mais ça a pris quasiment 2 ans de travail dessus, alors pas en continu. Et puis après, de partager, d'aller animer des débats, des suites de projections, donc c'est arrivé plus de 400 fois. Et pour moi, ça fait aussi partie de je sais pas, mais en quelque sorte, mon impact carbone, il est très largement partagé maintenant et très largement dilué, parce que c'était un projet qui avait du sens. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément, et aussi parce que moi, je me suis... ça m'a un petit peu, c'est un voyage qui a été marquant quoi, pour moi. Enfin, pour moi, parce que ça m'a changé de trajectoire. Je suis ingénieur civil et je ne suis pas en train de construire plein de bâtiments en béton, par exemple. Loin de là. Et mon cousin, c'est pareil. Lui, il avait fait des études de commerce. En fait, après ce voyage, il a décidé, lui, de reprendre des études en gestion forestière. Parce que c'était un truc qui l'intéressait pas mal. Et depuis 2 ans maintenant, il travaille pour Pur Projet, la structure avec laquelle on a fait des plantations d'arbres. C'est pour ça aussi que j'ai 2-3 infos de comment ça se passe en interne. Et lui, maintenant, il gère des projets de reforestation en Colombie, à Madagascar et en Équateur, je crois. Et est-ce qu'il y a des projets de moi aussi j'ai du mal à le dire, ouais. De reforestation en France? Il y en a quelques-uns, mais c'est plus difficile parce qu'en fait, on est sur une zone où on a déjà notre forêt est moins abîmée ici. C'est-à-dire qu'on parfois on importe de la déforestation dans ce qu'on mange et tout ça, mais en fait la déforestation se passe plus au Congo, en Indonésie ou en Amérique latine. Et en plus, c'est des zones aussi où les arbres poussent plus vite et la main-d'œuvre aussi est moins chère. Et en fait, d'un point de vue compensation carbone, vu les prix actuels du carbone, c'est là que de toute façon ça peut se faire. Et de toute façon, c'est là où il y a aussi des forêts primaires ou des forêts encore qui sont des poumons, qui sont le plus urgemment à sauvegarder. Donc c'est pour ça que souvent c'est des projets lointains, même si on aimerait avoir des trucs très proches. Après, moi j'ai un des voyageurs qui est aussi salarié de l'association, qui a voyagé 1 an, qui a fait plein de sauts de puce en avion sans du tout avoir conscience à l'époque de son impact carbone. Et lui, il a la chance d'avoir son beau-père qui est forestier, et donc il y a des forêts là un peu plus au nord de Lyon. Et en fait, il participe à ces projets-là un petit peu pour compenser peu à peu, sans calculer exactement, mais en se disant qu'en participant à replanter des arbres, il compense son impact carbone qui était assez monstrueux parce que tous les mois il prenait l'avion. Donc c'est des façons aussi moins mathématiques, moins calculées financièrement, mais finalement il compense aussi son impact carbone et puis au passage il se relie un peu à la forêt, enfin je veux dire il met les mains dedans quoi. Donc c'est aussi intéressant. Il y a le calcul purement carbone et puis après il y a aussi le côté biodiversité, le côté qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on apprend aussi de ça. Mais nous, on pousse tous nos voyageurs maintenant à au moins parler de leur impact carbone. On sait que sur leur voyage, il y en a très peu qui arriveront à être à 0 impact carbone ou à un impact très faible. Mais c'est pas grave. Au moins, le fait d'être une génération qui se pose des questions dessus, qui arrive peut-être pas à les résoudre, mais déjà qui se dit « Ah là, je suis embêté, j'ai un impact carbone qui est fort et je ne sais pas trop comment faire, mais au moins je pose la question. » C'est déjà ça. Au lieu de, avant, on le planquait totalement ou on le dit pas, c'est déjà bien de le poser, quoi. On avance. Donc,
Nous, c'est ce qu'on a fait dans le documentaire. On n'était pas forcément trop à l'aise à parler de notre impact carbone. Pour tout le monde, on a fait un tour du monde à vélo et c'est trop cool. Ouais, mais il y avait l'avion aussi dedans, on le dit même pas, on oublie de dire, mais en fait, il est là. Juste l'asso On the Green Road, depuis, elle, très rapidement, maintenant, ce que je disais, on accompagne d'autres voyageurs, on leur propose un accompagnement et des formations autour d'une charte dont l'éco-responsabilité, vous avez vu, pour les pousse à se questionner sur ces sujets, pas forcément être parfait. Et ces accompagnements, c'est pour le grand public? Ouais, c'est tout voyageur qui nous contacte. Alors peut-être que peu à peu, là, on va structurer et il faudra qu'il postule un petit peu plus par la suite, mais là, n'importe quel voyageur qui nous contacte, on prend un temps de rendez-vous avec lui, puis on se dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est ton projet, comment on peut t'aider, qu'est-ce qu'il te faudrait peut-être comme formation audiovisuelle pour vraiment réussir à partager ce que tu as vécu, et on accompagne. Souvent, c'est des projets quand même qui ont une thématique derrière, ils veulent creuser un sujet sociétal ou environnemental. La plupart du temps, c'est assez environnemental. Et après, on essaie de les diffuser, donc ça, c'est un peu l'inspiration, on les accompagne avant, pendant et après le voyage. Et une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont à partager, on a des programmes comme ça événementiels. Alors, on a des événements tout publics, mais on essaie de travailler particulièrement avec certains publics. Et puis, on a notre festival du voyage engagé tous les ans. Donc là, le prochain, il viendra à la fin mars, le dernier week-end de mars. Il se déroule où, ici? Ici, ouais. Avec plein de off le mois d'avant. Donc vous pourrez voir dans pas longtemps la communication qui va être lancée. Là, c'est l'affiche de l'an dernier. Et en gros, un peu sur les programmes, très rapidement, on en a un qui est toujours à l'adresse des étudiants, Explorasmus. Donc c'est pareil, vous étudiez à Lyon, vous pouvez vous inscrire là-dedans, et c'est pour à la fois des étudiants internationaux et des étudiants français. Donc l'avantage, c'est qu'aussi vous pouvez rencontrer des étudiants d'un peu partout. Et l'idée un petit peu de leur proposer tout un parcours d'engagement, de possibilités de faire des ateliers, des balades autour de Lyon ou dans Lyon à la découverte de certaines initiatives locales. Donc pas mal de témoignages, de voyages locaux aussi, et puis on essaie de croiser ça avec un programme, on a plus pour les personnes âgées, et donc on fait un peu de croisement intergénérationnel là-dessus, sur des balades co-animées par des personnes âgées et par des voyageurs, nous, qu'on a accompagnés, et en fait faire le lien entre des expériences très lointaines et ce qu'on peut découvrir à Lyon. On a aussi tout un programme pour des jeunes de quartier un peu compliqués, des quartiers dits politiques de la ville, où là c'est eux qui deviennent voyageurs dans leur quartier, et en fait moi l'expérience du voyage autour du monde à vélo, ça a été de me rendre compte qu'en fait avec une caméra aussi on pouvait parfois avoir des témoignages géniaux, et ça pouvait aussi faciliter la rencontre. Et donc là, on essaie de leur faire cette expérience dans leur quartier, se questionner un peu sur l'image qu'a leur quartier. Par exemple, je sais pas, les Minguettes, par exemple, où on travaille, une très mauvaise image, peut-être pour vous et pour des gens même qui viennent pas du tout de Lyon. Et en fait, donc, voir cette image, voir leur réalité, eux, ce qu'ils voient au quotidien, les problèmes, mais aussi les solutions qui existent. Et on les fait comme ça, aller interviewer des gens qui portent des solutions dans leur quartier. Ça, c'est un programme qu'on aime bien, parce qu'on trouve qu'on apporte vraiment quelque chose à des jeunes qui peuvent, ça leur ancre quelque chose. Après, on a aussi un programme pour les entreprises, où là, pareil, on essaie de faire le lien. Souvent, les comités d'entreprise proposent à leurs salariés de partir à l'autre bout du monde, leur offrent une semaine de voyage quelque part, et nous, on leur dit, en fait, peut-être qu'on peut vous faire découvrir aussi du voyage beaucoup plus local, avec des membres du réseau TIPS, dont je vais vous parler juste après. On travaille sur la quête de sens des salariés, qui sont des balades locales à la découverte un peu des écosystèmes associatifs lyonnais. Donc après, ça, c'est des exemples, parce que ça, c'est vraiment de l'offre qu'on co-construit avec les personnes, avec les responsables des CSE ou des entreprises. Et puis le programme pour les personnes âgées, ça c'est pareil,
vous en ai déjà un petit peu parlé, mais avec tout un tas de conférences aussi de voyageurs, parfois dans des EHPAD aussi, et se dire qu'en fait, c'est des personnes qui ne peuvent plus voyager. Donc là, on amène un petit peu le voyage chez eux et en même temps, on fait le lien avec les thématiques écologiques ou avec différents sujets aussi sociétaux. En gros, souvent, c'est des personnes qui voient la société qui évolue et qui se disent « moi, je ne comprends pas forcément ». Parfois, ça peut être ils ont des petits-enfants, par exemple, qui ne voient pas forcément pourquoi il y en a qui bifurquent, qui changent de direction de vie, qui s'engagent aussi, par exemple, à pas choisir le meilleur travail avec le meilleur salaire, mais qui vont s'engager un peu plus. Et ça permet aussi de refaire ce lien-là, d'expliquer un petit peu pourquoi les trajectoires changent un peu et pourquoi il y a un questionnement sociétal en cours. On a un petit peu plus de temps sur le réseau TIPS, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ça, je crois que je vous l'avais montré, cette carte du voyage à impact positif. En gros, elle est vraiment née de l'interrogation, alors juste avant et pendant la pandémie, en gros, qu'est-ce que nos voyageurs portaient comme vision du voyage et qu'est-ce qu'on pouvait aussi généraliser dans le domaine du tourisme, en réflexion avec des professionnels du tourisme, dont Jean-Christophe Guérin, que vous aurez peut-être l'occasion de voir. Il faisait partie de ceux qui réfléchissaient et qui nous apportaient vraiment la vision tour opérateur, avec toutes les questions de qu'est-ce que moi je peux proposer en tant que tour opérateur. Est-ce que les gens vont suivre ou pas? Qu'est-ce qui est possible? Et avec une grosse interrogation sur le sujet de l'impact environnemental. Et en fait, nous, notre but, c'est que chacun, là vous voyez une légende, on ne la voit pas très bien, mais voilà, avec une couleur correspondant à un certain temps de voyage, en disant si on a un week-end, on reste en fait en France. Si on a une semaine, on va peut-être un peu plus loin en Europe. Si on a 2 semaines, peut-être qu'on se permet encore des destinations un peu plus lointaines. Et en fait, quasiment l'ensemble du monde, en fait, on se le réserve pour des voyages plus longs. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire pour moi, c'est impossible, et donc je vais faire des critères un petit peu moins stricts. Et il y en a certains qui vont se dire pour moi, c'est pas du tout assez exigeant, et je vais aller beaucoup plus loin. Je sais que moi, typiquement, là, par exemple, pour l'Amérique latine, c'est minimum 4 mois pour moi. Parce qu'en fait, je considère que sinon, j'ai pas le temps de... C'est un continent que j'aime beaucoup, mais j'ai pas le temps de vraiment re-rentrer dans le continent, de passer vraiment du temps, de pas revenir tout frustré. Et que c'est quand même un impact carbone massif d'aller là-bas. Et donc, c'est pas un voyage que je me permets trop souvent, ni pour comme ça, juste pour aller faire un petit tour de 2 semaines, ni d'un mois d'ailleurs. Donc voilà, mais en fait, nous, la vision un peu qu'on a derrière cette carte, c'est de se dire, l'idéal, ce serait que chacun arrive à se dire, en fait, je vais me poser un peu des critères à mes voyages lointains, et surtout, je vais questionner, c'est l'idée de toutes les légendes qui sont là, pourquoi je pars voyager, et est-ce que je pars voyager juste pour consommer une destination et avoir fait check sur une carte, ou est-ce que je pars et donc faire un pays, entre guillemets, ou est-ce que je pars vraiment un peu plus pour découvrir, pour aller à la rencontre, pour peut-être découvrir une autre culture, un petit peu se faire bouger un peu à l'intérieur par ça, apprendre une langue aussi, vraiment aller à la rencontre, et peut-être est-ce que j'ai pas envie de revenir fier de mon voyage, d'avoir eu un impact carbone qui soit modéré, et pas sinon aller dire planquer un peu le fait que je sois parti en avion. En fait, toutes ces questions-là, on essaie de pousser chacun à se les poser. Pour que ce ne soit pas vu juste comme une contrainte, parce qu'un jour, on va arriver ça va être vraiment une contrainte de se dire non, on ne peut plus prendre l'avion si on ne veut pas finir de détruire, d'avoir un dérèglement climatique qui soit monstrueux. Mais de se dire, en fait, c'est même très cool, parce qu'en fait, de voyager tout le temps en avion comme ça, d'aller d'un endroit à l'autre, en fait, on ne profite pas vraiment de ces voyages, quoi. Et en fait, en voyageant un peu plus lentement, en prenant plus le temps de faire ces voyages, en fait, on les vit plus. Moi, en tout cas, c'est mon expérience en ayant voyagé à vélo, par exemple. C'est une autre expérience, quoi. On a presque l'impression d'étirer le temps et
passer encore plus longtemps en voyageant. Est-ce qu'en fait on prend son temps, on va à la rencontre, on fait plusieurs rencontres chaque jour qui sont intenses, on n'est pas juste à courir partout. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, si vous l'avez déjà vu cette carte, là en la revoyant? À la fois avec votre point de vue perso, mais aussi peut-être en confrontant avec la réalité du tourisme. Moi, je suis d'accord sur la vision européenne. Après, le problème, c'est que les compagnies ferroviaires sont souvent plus chères que les compagnies aériennes. Donc, le choix, il peut être vite fait, quoi. C'est que ça, c'est un des vrais soucis sur lesquels il y a beaucoup de gens qui poussent les politiques à avancer, à baisser la TVA sur les trains, il y a des moyens en fait de le faire, et ça demande de la volonté politique en fait, très clairement. D'orienter autrement l'argent et de taxer aussi plus l'aérien européen en fait. Le gros problème dessus, il y a une étude assez sérieuse qui a été menée, alors je ne sais plus si c'est menée ou relayée par Reporter il y a un moment, mais les coûts des vols low cost en Europe, en général, ils devraient être à peu près 3 fois plus élevés que ce qu'ils sont. S'ils intégraient toutes leurs externalités négatives, ça veut dire le fait déjà s'ils payaient normalement leurs salariés, pas en les payant via l'Irlande ou via des pays comme ça qui font interface, donc via des droits du travail qui sont beaucoup plus lâches. Si jamais ils payaient des taxes sur le kérosène, parce qu'en fait le kérosène pour des vols internationaux c'est pas taxé, alors que même l'électricité du train est taxée. Il y a une distorsion énorme où quand vous roulez en voiture, c'est taxé aussi, fortement. Et puis si jamais ils utilisaient pas ce système où en fait ils utilisent des aéroports les moins chers possibles. C'est par exemple pour ça qu'il y a l'aéroport de Beauvais qui s'est développé autour de Paris. Et en fait ces aéroports en fait ils sont payés indirectement par le contribuable. Puis il y a plein d'aides des États, des régions souvent, qui disent ça va développer notre économie locale. Et en fait, le coût, on ne le voit pas, mais il est autre part en fait. On a notre billet d'avion moins cher, on est tout content, mais en fait, c'est payé autrement par l'ensemble des personnes. Alors qu'il y a une faible proportion des gens qui utilisent ces vols. Donc il y a toute une question là-dessus, mais c'est vrai que individuellement, moi je sais que c'est chaud de tenir de temps en temps, de me dire non, mais je vais pas à Barcelone en avion. Le train est nettement plus cher et il faut fouiner pour essayer de trouver des correspondances, s'arrêter dans une ville, pour y aller, quoi, alors que c'est pas loin. Et c'est un peu difficile de résister dessus, et c'est un vrai problème, je trouve. Parce que l'aspect économique dont tu parles, c'est justement, je crois qu'on en a parlé ce matin, Aix-en-Provence, Bruxelles, 200 € en train, 70 € en avion. Et donc, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, évidemment, cette balance économique, selon les budgets des personnes, influence la décision. Ouais. Même si l'intention au départ, de dire, tiens, je peux partir en train. C'est ça. Il y a vraiment tout un tas de blocages comme ça. Parfois des entreprises aussi pour eux, leurs salariés font les trajets en avion, par exemple, et sauf sur certaines portions. Et donc, moi j'ai une amie, par exemple, qui bossait à Toulouse, qui a dû batailler pour faire ses trajets en train. Parce que la culture Airbus aussi est très présente là-bas, et il y a tout un tas de blocages comme ça qui peuvent exister. Pareil pour des chercheurs qui ont des trajets à faire aussi. Ils ont du mal parfois à faire bouger les lignes. Mais ça va bouger, c'est en train de bouger, quoi. Mais c'est vrai que ça pose vraiment question. On a vu le OMAX tous les 3 ans, c'est pour les grands voyages. Ouais, c'est pour les grands voyages, ouais. Après, c'est pareil, c'est chacun qui peut se poser ça, mais en fait, typiquement, surtout, vous, là, vous êtes en phase d'études et en fait, c'est un moment où on vous pousse plutôt à aller vers l'international, à partir loin. Et moi, je trouve ça super bien. Je veux dire, c'est un moment en plus où c'est chouette de sortir un petit peu justement de sa bulle et d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres cultures. Et ça
ça peut changer aussi votre trajectoire de vie, donc c'est vachement, peut-être vous rapprocher d'un truc que vous aviez vraiment envie de faire, donc c'est important. Mais après, en fait, moi ce que je me dis, c'est qu'après, peu à peu, ça devient une injonction, en tout cas des gens autour de vous, qui partent tous les ans. En fait, on peut se dire, bah tiens, moi je vais faire un grand voyage de l'autre bout du monde tous les ans. Et en se disant, c'est trop cool et tout. Et en fait, nous, l'approche, c'est plutôt de se dire non. En fait, là, on est dans de la consommation d'un voyage lointain dont on ne va pas vraiment profiter. Autant les faire un peu plus rares, faire des voyages, trouver de l'aventure à deux pas, et puis de temps en temps se faire un grand voyage. Et ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Vraiment un voyage qui dépayse, qui s'imprègne vraiment. Et on a développé ce réseau Tips. En fait, il partait de cette carte et on s'est dit, le problème, c'est que on parle de cette carte, mais les gens vont nous dire, ouais, mais comment je la mets en pratique de manière très concrète, comment je trouve mes voyages pour voyager à deux pas, ou pour voyager de manière lointaine en respectant ces critères-là. Et donc, on a décidé de se réunir avec plusieurs structures qui se retrouvaient avec ça, avec ces principes à Lyon. Et de bosser un petit peu ensemble. Donc entre nous, notre mission, c'est on fédère et on anime tous ces acteurs d'un tourisme alternatif à Lyon. Et l'idée, en fait, un peu, c'est à la fois d'accompagner les structures, surtout celles qui sont naissantes. Il y en a beaucoup qui sont nées après la pandémie. Des gens qui ont eu le temps un petit peu de se poser des questions et qui se sont dit, moi j'ai envie de créer une offre touristique qui soit originale et qui soit autour de chez moi. Parce qu'en fait, j'aime bien des aspects, je bouge beaucoup à pied ou je bouge beaucoup à vélo et en fait, j'ai envie de partager ça. Donc ça, il y en a plusieurs, mais qui sont toutes émergentes. Donc il y a besoin d'une aide, d'une dynamique commune, de coups de main comme ça. Et en fait, on veut aussi créer un peu cette dynamique où au lieu d'avoir des gros acteurs d'un tourisme, on est plein de petits acteurs qui s'entraident et qui puissent dire, tiens, je vous réoriente vers un tel ou je vous réoriente vers un tel. On trouve ça beaucoup plus résilient d'un point de vue d'un territoire. C'est plus solide, quoi. Il faudra qu'on te mette en contact avec Florence, avec qui on a déjeuné ce midi. Ouais. Parce qu'elle a vendu sa voiture, elle ne se déplace qu'en vélo. Et elle est vraiment engagée dans le tourisme durable et je pense que vous avez des points communs. Ah cool, ouais, avec grand plaisir. Et pour le grand public, on essaie de leur permettre de découvrir des acteurs, d'avoir vraiment de la rencontre avec des acteurs locaux, être plus éco-responsable dans les déplacements, mais ça peut être aussi en mélanger le train et le vélo par exemple, découvrir la culture locale et s'immerger dedans, et puis bien sûr sensibiliser à ces façons de voyager un peu autrement. Par rapport à ta connaissance et tes observations du tourisme aujourd'hui, il y a plein d'enjeux. Quelle est la première étape pour transformer ce tourisme vers un tourisme à impact positif? C'est une bonne question. Je ne sais pas quelle est la première étape. Ouais. En fait, pour moi, c'est des étapes multiples parce qu'il y a plein d'acteurs qui font bouger des choses. Ça veut dire qu'il y a des gros acteurs qui sont en train de se transformer. Et même si parfois on peut se dire, oui, c'est du greenwashing ou ce qu'on veut, en fait, ils sont aussi en train de bouger. Dedans, il y a des salariés qui veulent faire bouger les choses. Donc en fait, ça, faire évoluer des grosses structures, parfois avec des labels, c'est très bien. Et en même temps, pour moi, faire émerger plein de petits nouveaux acteurs aussi, c'est un truc vachement important aussi. Parce que ça apporte du sang neuf, des idées neuves. Quand vous voyez tous les projets qui sont ici, en fait, c'est tous des idées assez originales, et c'est aussi des gens qui aiment faire ce qu'ils font. Enfin, ils ont ce côté-là où ils y mettent de l'énergie, ils y mettent du plaisir parce qu'ils sont pile dans ce qu'ils veulent faire. Donc pour moi, il y a un peu l'émergence de petits acteurs et qui va aller avec l'évolution des gros acteurs qui vont être aussi obligés un peu de rétrécir à un moment leur voilure parce que pour moi, c'est la question de la résilience qui est derrière. C'est comment est-ce qu'on tient quand le territoire se transforme, quand on a un dérèglement climatique, qu'on a des pandémies on n'est pas à la dernière malheureusement.
En fait, c'est lié un peu à au fait qu'on attaque de plus en plus les zones où naissent les pandémies. Donc en fait, c'est assez mécanique qu'on en aura d'autres. Et donc c'est se dire comment est-ce qu'on, dans tout ça, en fait, on arrive à avoir des initiatives qui tiennent le coup malgré tout ça. Et pour moi, les petites structures sont finalement plus solides que certaines grosses. Si elles sont en tout cas ou des structures à fonctionnement plus horizontal. Donc tu veux dire plus solide ou plus agile? Je pense que, en tout cas, elles sont plus résistantes au changement. Mais oui, ça passe par de l'agilité. Oui, tu as raison. La solidité peut être aussi un peu de la dureté. Et c'est un peu des grosses structures qui n'arrivent pas à bouger. Elles sont solides dans ce sens-là, donc elles ne tiennent pas le coup. Et le rôle du voyageur, du citoyen dans tout ça? Pour moi, le citoyen, il est prescripteur de tourisme, donc s'il arrive à sortir un peu des injonctions qu'il a de voyager d'une manière et qu'il arrive à voyager, à faire un peu plus ses voyages, il influencera le secteur du tourisme, qui va aller beaucoup plus dans le détail, proposer des offres beaucoup plus personnalisées, et donc aller moins dans le tourisme de masse, donc il y a un gros rôle. Et aussi on a un rôle en tant que... quand on a envie de creuser un sujet, on peut y aller et faire du média et parler des sujets aussi qu'on a. En fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. Il faut juste le reprendre et tester des trucs, se mettre parfois en difficulté, mais au moins être vraiment vivant, être vraiment dans ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on a un rôle assez énorme là-dedans. Ouais. Et en même temps, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on gagne aussi en légitimité sur les sujets, qu'on arrive de plus en plus à emporter du monde avec soi, quoi. Mais c'est vrai que ça a ce côté frustrant parfois de se dire en fait on fait un tout petit truc alors que tout bouge dans le sens inverse, quoi. Mais en fait non, parce qu'on est quand même plein de gens à faire avancer les choses. Et je pense qu'il y en a de plus en plus parce que quand on a un été comme celui qu'on a eu, à un moment on se pose des questions et on ne peut plus trop se dire ouais non ça je laisse ça de côté, quoi. Ouais, je trouvais que c'était génial d'ailleurs cette pénurie d'eau qu'on a pu avoir. Parce que j'explique pourquoi j'ai trouvé ça génial, c'est que moi il y a 20 ans quand je dirigeais un hôtel, on avait eu une pénurie d'eau parce qu'il y avait une canalisation qui avait cassé et je m'étais fait incendier par les clients en disant moi par rapport au prix que je paye, je dois avoir de l'eau. Et l'année dernière, pour la première fois, le citoyen lambda, dans certaines régions de France, a été touché par le fait qu'il n'avait plus d'eau au robinet. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer que ça pourrait arriver. Et c'est arrivé. Ouais. Et ça a choqué du monde, mais je pense qu'on a un peu oublié déjà. Ouais, je pense qu'on oublie trop vite en fait. Ouais. On oublie dans quelle opulence on vit aussi. Ouais, tout à fait. Oui. Et la chance qu'on a. Oui, c'est ça. Et qu'on prend ça comme argent comptant, quoi. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Siméon. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.